Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme vous venez de l'entendre, je m'appelle Ariel Guerradames. Actuellement, je suis dans l'équipe AED du centre de recherche INSERM Bordeaux Population Health. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un peu ce sujet sur lequel mon équipe travaille depuis quelques mois, voire années, qui s'appelle optimisation des services des urgences hospitaliers à l'aide de l'IA. On considère que ceci est une opportunité incontournable et un risque aussi des systématisations des biais conduisant à des inégalités de santé. Donc, juste pour donner un peu un cadre général de ce qu'on va parler aujourd'hui, je vais commencer par contextualiser un peu ce qui est le domaine de l'IA aux urgences. Ensuite, on va parler un peu d'une étude préliminaire qui a été faite dans l'équipe. Et ensuite, je vais vous présenter un peu notre méthodologie pour cette étude. Donc, côté contexte, j'aimerais bien commencer par vous rappeler, je pense que c'est un peu évident quand même, mais les urgences en France, mais aussi à l'étranger, sont très souvent saturées. Dans les cas particuliers de la France, on a plus de 20 millions de passages par an aux urgences, ce qui a des conséquences négatives, surtout sur l'évolution de l'état de santé des patients, mais aussi ça contribue au stress du personnel médical. Donc il est possible de tirer parti des liens dans la médecine d'urgence. Mais comment? Eh bien, il y a plusieurs opportunités qui sont dans la littérature. On trouve par exemple dans les cadres préhospitaliers, notamment pour les rendez-vous, l'optimisation des rendez-vous entre patients et médecins, pour la répartition d'aide médicale d'urgence, comme le SAMU, le SMUR, ou même pour la gestion de flux des patients. Mais nous, on est plutôt intéressés par le triage aux urgences, et notamment avec des méthodes de traitement automatique de langage naturel. Mais où se trouve le triage aux urgences? Eh bien, je vais vous donner l'exemple du CHU de Bordeaux, mais c'est très similaire partout en France, je vous assure. En fait, les patients arrivent par des différents moyens, normalement, soit pour des consultations spontanées par leurs propres moyens, soit avec les pompiers, ambulances, ou soit avec les services de réanimation. Ensuite, ils rencontrent un professionnel de santé qui est appelé l'infirmier ou infirmière d'orientation et d'accueil, donc l'IOA. L'IOA va ensuite affecter un score de priorité ou un score de triage, on appelle, en fonction des différents facteurs tels que la symptomatologie, l'âge, le motif de la visite, etc., les antécédents du patient. Et en fonction de ce score, on va ensuite faire passer le patient à de différentes unités, soit réanimation si la vie du patient est un danger imminent, soit pour des boxes d'examen où ils vont être examinés par des médecins, ou soit ils sont transférés vers des salles d'attente où ils seront éventuellement consultés, vont faire des consultations. Et finalement, ils vont soit être hospitalisés, normalement c'est des hospitalisations de courte durée puisque c'est des urgences, soit ils vont retourner à leur domicile. Et donc, pour parler juste un peu de l'échelle de triage, chaque établissement de santé en France est libre de choisir sa propre échelle de triage. Mais la Société française de médecine d'urgence préconise une échelle qui est validée, fiable et reproductible. Au CHU de Bordeaux, ainsi que dans plusieurs autres établissements de santé dans le pays, on utilise une échelle à 5 niveaux depuis 2015. Dans cette échelle, le niveau de tri 1, normalement, correspond aux détresses vitales majeures et immédiates. Donc, le patient doit voir un médecin, un professionnel de santé immédiatement parce que sa vie est en danger. Et le niveau de tri 5, c'est normalement les urgences qui ne sont pas vraiment des urgences, mais quand même, ils sont là, donc il faut les traiter. Et donc, tout ça, c'est bien, mais il faut quand même revenir au sujet de l'IA dans la médecine d'urgence. Il faut prendre quelques paramètres en compte, notamment le fait que le potentiel de l'IA en médecine d'urgence n'est pas encore pleinement exploité. C'est-à-dire que la grande majorité d'études qu'on trouve dans la littérature utilisent des données qui ont déjà été enregistrées, qui existent déjà, donc des études un peu rétrospectives. Donc on ne sait pas trop comment ça marche en la pratique, l'intégration IA et traitant et soignant, On a aussi des incertitudes quant à la fiabilité des résultats des grands modèles de langage, des LLM. Vous savez bien, si vous connaissez un petit peu dans le milieu, que les LLM, ils ont tendance à halluciner un peu et ne sont pas très fiables. Et bien sûr, comme c'est des modèles d'apprentissage profond, ils ne sont pas trop interprétables non plus. Et ça aussi nous conduit vers la troisième considération, qui est les considérations éthiques et légales
sur l'utilisation des systèmes basés sur l'IA dans la santé. En fait, vous avez peut-être entendu parler ce matin sur la loi sur l'IA de l'UE qui vient d'être adoptée par le Parlement, la Commission européenne, où on classe par niveau de risque les différentes utilisations de l'IA. Et pour la santé, on le classe bien évidemment dans le risque élevé. Et on parle même dans l'annexe de cette loi, on parle notamment spécifiquement des systèmes assistés par l'IA pour faire le triage d'urgence. Donc voilà, c'est des considérations à garder à l'esprit. Ensuite, notamment les LLM sont de plus en plus utilisés dans la médecine d'urgence. Il y a bien sûr des préoccupations sur les biais intrinsèques de ces modèles à cause de leurs données d'entraînement, mais il commence à avoir des solutions pour essayer d'atténuer ces biais. Mais il n'y a pas que les modèles d'IA qui ont des biais, il y a les humains aussi, et c'est un peu l'intérêt. Et c'est pour ça que je vais vous parler un peu de notre étude préliminaire et surtout la définition de c'est quoi la différence entre les biais humains et les biais des LLM. Donc voici Harold, c'est un exemple un peu caricaturesque. Harold est un LLM, c'est un modèle de langage qu'on va utiliser, disons qu'il a déjà été pré-entraîné, non? En fait, Harold, il va apprendre pour peu importe quelle tâche, et si les données d'entraînement contiennent des biais, il y a fort moyen que Harold il va répliquer ces biais. Et c'est ici où rentre le domaine du fairness. On utilise des métriques de fairness pour essayer de rendre ce modèle plus équitable, pour essayer de corriger ça. Mais ceci n'est pas l'objectif de cette étude. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Mais revenons dans les biais humains, ce qu'on appelle les biais qu'on trouve dans les humains, et notamment les soignants. La littérature parle de certaines associations avec ces facteurs sont associés à certains comportements inattendus. Par exemple, on trouve que le score de triage peut être affecté par exemple par la localisation des urgences, le moment de la journée, le jour de la semaine, l'âge, l'appartenance ethnique, le sexe du patient, le sexe de l'IOA, même bien sûr l'expérience de l'IOA, la perception de la douleur selon les sexes, la culture, l'état de la fatigue. Donc il y a pas mal de facteurs qui peuvent influencer, selon la littérature, le triage. Ce qui est d'ailleurs très intéressant. Et ici, je vous donne deux exemples très particuliers dans la littérature pour illustrer à quel point c'est un peu compliqué ces relations. Relatif au sexe du patient, il y a une étude qui suggère que les femmes sont moins souvent hospitalisées et subissent moins d'examens que les hommes avant de recevoir des soins. Ce qui est à leur profit parce que du coup, elles reçoivent des soins plus rapidement que les hommes. Mais il y a une autre étude qui suggère qu'en interchangeant uniquement le sexe dans des simulations, bien sûr, le sexe du patient, les femmes sont moins susceptibles à recevoir des soins rapides. Ensuite, un exemple relatif au sexe de l'IOA. Il y a une étude qui a montré que les femmes patients sont triées de la même manière, quel que soit le sexe de l'IOA. Mais en revanche, lorsque les patients hommes expriment des niveaux de douleur plus élevés, les infirmières leur accordent une plus grande priorité que les infirmiers hommes. Donc voilà, c'est pas trop évident. L'équipe a fait une étude qualitative basée sur des entretiens à des IOA avant. On a interviewé 10 IOA, des 3 hôpitaux dans le pays, même à Paris. Et ils ont tous rapporté plus ou moins les mêmes, ils ont dit les mêmes remarques. Numéro 1, c'est que le principal facteur influençant le triage, c'est l'expérience, ce qui est un peu logique. On sait aussi que le sexe joue un rôle crucial, notamment dans les cas d'agression. On sait aussi que l'âge avancé conduit à un surtriage. Et on sait que la douleur, comme je viens de vous dire, est subjective et influencée par la culture, les sexes et l'âge. Donc nous, qu'est-ce qu'on a? On a une base de données anonymisée contenant des rapports complets des admissions au service d'urgence des adultes du CHU de Bordeaux, site Pellegrin, dans la période de janvier 2013 jusqu'à décembre 2022. Dans chaque rapport, on a plusieurs facteurs comme la date, le sexe du patient, l'âge, le motif de la visite, le sexe des LIOA, le score de triage, l'anamnèse, qui est, pour ceux qui ne savent pas, l'anamnèse c'est un peu l'historique présent du patient, c'est la raison, c'est pas le motif, mais c'est toutes les informations qui accompagnent la raison pour laquelle le patient il est là ce jour, et d'autres paramètres, et le score de douleur. On a fait un pré-filtrage où on a exclu des échantillons d'avant janvier 2016,
Et en fait, jusqu'à décembre 2021, parce qu'après, il y a eu un changement dans l'organisation des urgences qui ont influencé le triage, ce qui nous a donné un échantillon final de taille de plus de 200 000 échantillons. Et on a juste regardé très superficiellement ce qu'on a dans ces rapports. Et la première chose qui saute, c'est un peu la différence des proportions de score de triage par rapport au sexe de l'IOA. On s'aperçoit par exemple que quand l'IOA c'est une femme, on voit plus de scores de tri 3 que pour les hommes par exemple. Et l'inverse est aussi vrai pour le score de tri 4. Ça ne veut pas dire que les infirmières IOA ont des biais ou qu'elles surtrient les gens tout le temps systématiquement, ça ne veut pas dire ça. C'est juste une relation qui peut être liée à des comportements qui sont compliqués et on ne peut pas tout de suite les expliquer. Ensuite, on a des distributions, par exemple, par rapport à l'âge des patients, et on voit effectivement que, tel comme ils l'ont dit, un âge avancé contribue à des niveaux de tri plus élevés. Et l'inverse est aussi vrai, ce qui, encore une fois, n'est pas trop étonnant. Mais donc, passons à notre méthodologie. Qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette information? Eh bien, comment est-ce qu'on peut distinguer l'influence de ces facteurs objectifs, comme la symptomatologie, l'âge, le sexe du patient, des facteurs subjectifs, tels que l'expérience, la fatigue et les préjugés dans le triage? Eh bien, nous avons détourné les modèles des DIA les plus récentes pour essayer de répondre à cette question. Donc, voici Dominique, c'est une ou un IOA. Et donc, on a un rapport d'admission aux urgences. Et si effectivement il y a des biais dans ces rapports, et si le processus d'entraînement a du succès, donc on arrive à bien entraîner ce LLM pour faire le triage, au moment de faire le triage avec ce modèle entraîné, on devrait pouvoir répliquer ces biais et on pourrait plus clairement les étudier. Et comment on va faire ça? Bien, pour faire le triage, par exemple, c'est très simple. Avec les scores de triage et les anamnèses anonymisées, on peut fine-tuner ou affiner un LLM pour imiter le triage effectué par des IOA humains. Donc voici notre base de données. On a des rapports en texte libre avec un score de triage associé à chacun. On fine-tune un LLM, disons un LLM de taille moyenne de 7 milliards de paramètres, et on obtient un modèle fine-tuné qui va faire le tri. Ensuite, pour voir vraiment s'il y a des rapports entre certains paramètres et des biais, il va falloir maquiller les données qu'on a. Parce que dans les données, par exemple, si on veut regarder l'influence du sexe du patient, c'est pas très simple. Parce que si bien c'est vrai qu'on a, par exemple, le sexe du patient en forme tabulaire, il y a aussi des références du sexe du patient dans les anamnèses. Et donc, on peut maquiller en changeant, par exemple, le sexe du patient et ses références, ou bien l'âge du patient, le sexe de l'IOA, etc., le niveau de douleur. Pour vous donner un exemple, on a deux anamnèses ici. Il y en a une qui est vraie, je ne vais pas vous dire laquelle, il y a une autre qui a été maquillée. Et donc, par exemple, on voit les références au sexe dont je vais vous parler. On a patient-patiente, compliant-compliante, gêné-gêné. Mais aussi, j'aimerais bien remarquer un peu la difficulté d'apprendre, de travailler avec ce type de texte. Parce que vous pouvez vous imaginer les IOA quand ils sont dans les urgences, il faut agir très rapidement, il faut rentrer ces informations dans le système très rapidement. Donc très souvent, on a des fautes de frappe, on a des abréviations, on a des symboles comme ça. Et donc, voilà, c'est un peu la difficulté. Et aussi, au niveau d'études de l'anamnèse, on peut voir, par exemple, la perception de l'expression de douleur dans chaque sexe. Si on voit par exemple un homme qui à son arrivée crie, hurle et non compliant en soins, on pense à quelqu'un qui est violent. Et si on voit une femme qui à son arrivée crie, hurle et non compliante aux soins, peut-être il y en a qui pourront dire qu'il est hystérique. Et donc, voilà, c'est un peu la difficulté, non? Mais bon, pour faire le maquillage, on a pris une petite partie des données de la partition qu'on va appeler de test. Et on va essayer de fine-tuner un modèle pareil, de 7 milliards, avec l'objectif juste de faire le maquillage. Et on va obtenir un modèle fine-tuné qu'on va appeler maquillage LLM. Ça nous donne donc notre, disons, workflow
général. Ici, dans la boîte bleue, dans le carré bleu, on voit notre LLM fine-tuné pour faire le triage. Et en rouge, on a notre LLM maquillage. Et donc, au début, on a notre test set, donc les données qui n'ont pas été utilisées pour l'entraînement. Et on va maquiller les mêmes données, les test sets, donc en changeant par exemple le sexe. Et on va utiliser les deux, et on va essayer de faire le triage à partir des anamnèses. Et on va obtenir un score des tri pour chacun. Et en fin de compte, si la moyenne de score des tri, ou si le score des tri change, s'il est différent, ça veut dire que possiblement il y a des biais associés à cette variable qu'on a changée. Et donc, voilà. Là où nous sommes dans cette étape, nous avons réussi à fine-tuner un modèle de triage basé sur Mistral 7B, qui en fait surpasse les modèles précédemment explorés pour cette tâche. Nous avons également réussi à entraîner un modèle maquillage qui est aussi basé sur Mistral 7B, qui est capable en fait d'effectuer les modifications, notamment des sexes, dans les anamnèses. Et actuellement, nous sommes en train d'essayer d'améliorer les performances des deux modèles, surtout le modèle de triage, parce qu'on pense que toujours on peut faire monter un petit peu l'accuracy, avant d'assembler toute la tâche en aval et faire l'étude approfondie sur les biais. Et bon, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense qu'on va amener le micro vers vous. Merci beaucoup, Ariel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, moi, je peux commencer, comme ça lance. Sur l'ensemble des données que tu donnes en amont, donc j'imagine que ces données ont été avec les scores de triage. Est-ce que le même anamnèse, enfin la même notice a été du coup peut-être vue, éventuellement triée par deux personnes différentes? Globalement, ce que je veux dire, est-ce que tes données que tu as, parce que finalement elles embarquent aussi la subjectivité de ceux qui ont fait le triage, est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Merci pour votre question. Effectivement, c'est très intéressant comme question. Et oui, en fait, il faut aussi prendre en compte un peu, disons, l'accuracy des IOA. Et moi, en fait, c'est une suggérance. Un accord, oui, bien sûr. En fait, il y a le docteur Gilles Jardinet, justement, je discutais avec lui il y a quelques semaines, il m'a proposé exactement la même chose. En fait, il faut aussi prendre en compte que pour avoir une idée de ce qui est le ground truth ou la vérité, les vraies étiquettes associées à chaque anamnèse, il faudra voir s'il y a un accord entre les IOA. Parce que ça se trouve, notre vérité n'est pas juste. Mais en fait, c'est quelque chose de très délicat, c'est de très subjectif, le triage de surgence. C'est une question difficile. Elle est liée au fait que moi, je me rappelle avoir vu, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup sur les biais avec ces types de modèles, Ziad Obermeyer, là, aux États-Unis. Et justement, y compris la manière, et je trouve très bien que tu aies pointé ça, que les personnes expriment leur douleur et la perception que le praticien a avec cette expression qui a été donnée. Donc parfois ils ont tendance à minimiser et parfois ils ont tendance effectivement à surlever et du coup ça peut influencer ce score de triage. Est-ce que vous avez des questions où la présentation évoque quelque chose de... Thomas? Merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. Moi j'avais une question parce que ton titre il sous-entend voilà, c'est un risque de systématisation des biais, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a des biais qui sont souhaitables dans le sens où une personne âgée, on va volontairement finalement la classer comme plus à risque parce que potentiellement c'est plus dangereux. Enfin, je veux dire, une douleur thoracique chez un patient de 80 ans ou 20 ans, c'est pas pareil. Et du coup, dans les biais que tu vas estimer, est-ce que tu as prévu, tu as anticipé ce côté de distinguer les biais qui sont, on va dire, souhaitables et ceux qui sont risqués, qu'on voudrait éviter? Merci pour ta question. En fait, oui, effectivement, moi, j'appellerais pas ça un biais parce que,
Un biais, c'est quand il y a des jugements inconscients qui peuvent influencer négativement le triage, par exemple, dans ce cas-là. Donc effectivement, s'il y a un patient âgé, je suis pas un médecin, donc déjà je fais cette acclaration, mais je pense que si on a un patient de 80 ans, par exemple, qui se présente avec une douleur thoracique, oui, bien sûr, c'est pas pareil qu'un patient avec 20 ans. Mais on va faire quelque chose, on va quand même stratifier les données au moment de faire l'analyse des billets. Donc on va étudier pas tous au même temps. Et par exemple, la question d'âge, on s'est posé à quel moment on va faire un couple, par exemple. Parce qu'on peut utiliser des tranches d'âge, par exemple traditionnelles, avec des fenêtres de 10 ans, mais ça va rendre la stratification trop compliquée. Mais en tout cas, oui, il faut quand même prendre en compte qu'il y a des relations qu'on va trouver, notamment l'âge avancé, qui vont effectivement avoir un rapport avec le score de tri. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Super, merci. Quand tu parles d'anonymisation de données patients, quelles sont les variables que vous avez anonymisées exactement? Merci pour votre question. Oui, effectivement, il y a des standards dans la littérature sur ce qu'on considère comme variables identifiants. Donc, il y a des catégories qui s'appellent les PII, oui, les PHI, voilà. Et donc ici, cette étude a été menée par ma collègue Océane Doremus, justement, et je travaille avec elle, donc je pense que je peux vous répondre. Mais par exemple, on a appris tout ce qui était... on voit beaucoup dans les anamnèses des numéros de téléphone, des nombres des médecins et des nombres des personnes qui accompagnent les patients. Ce qui est le plus difficile à anonymiser parfois, c'est ce qu'on appelle les locations. Donc, parce que on a beaucoup de difficultés, par exemple, avec les abréviations des centres de soins. Par exemple, on est à Bordeaux, ça s'écrit de 1000 manières différentes et c'est difficile à identifier dans les données. Et je pense que les dates, par exemple, on ne les anonymise pas parce que ça peut nous servir après. Donc voilà, j'ai répondu à la question? Super, merci. On peut dire qu'elles sont pseudonymisées, pas vraiment entièrement anonymisées, les données que nous avons, parce qu'on peut toujours les constituer, surtout quand on combine des variables différentes, on peut toujours arriver à... Ouais, merci, c'était très bien. Moi, j'avais une question sur... alors, le propos, il y avait beaucoup de choses sur le sexe du patient, et en disant on va intervertir ou masquer, etc. Mais en fait, il y a quand même bien des consultations qui sont liées au sexe du patient. Je veux dire, des douleurs abdominales, avec des consultations pour agression sexuelle ou pour... forcément, on ne peut pas être agnostique du sexe du patient parce que ça va faire partie même du diagnostic. Donc, comment on corrige ou pas Si tu es d'accord, je prends la seconde question, comme ça tu réponds à la fois. Voilà, ça va être compliqué. Alors, quand je vois optimisation, alors j'attends de voir est-ce que c'est une fonction objectif optimisée, par exemple. Et donc ici, je me pose la question, c'est quoi qu'est-ce que tu cherches à optimiser exactement? Parce que ce que j'ai compris, alors peut-être que j'ai mal compris, c'est que tu essaies de reproduire plus ou moins ce que les gens auraient fait, mais en essayant d'enlever les biais. Mais en fait, ce que tu veux, c'est d'avoir le service qui marche le mieux possible. C'est quoi? C'est que les gens restent... C'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui meurt dans la file d'attente. C'est que, j'imagine qu'il y a des choses comme ça. Mais à quel point... reproduire ce qu'ont fait les gens, c'est suffisant, ou à quel point il n'y a pas, en fait, ça ne va pas dépendre d'autres choses. Voilà. Donc je voudrais bien comprendre ce que c'est qu'un service bien optimisé. Ok, donc pour la première question sur qu'est-ce qu'on fait avec les motifs genrés, fortement genrés. Effectivement, cette problématique s'est soulevée tout au début de l'étude. Et ce qu'on a fait, précisément parce qu'on ne peut pas changer le sexe dans une anamnèse qui fait référence directe, par exemple, à des troubles gynécologiques, on enlève juste. Donc c'est pour ça qu'en fait, je ne l'ai pas mentionné, mais la taille finale de notre échantillon, 200 000, c'est précisément à cause du fait qu'on a dû enlever à peu près 5000 anamnèses où il y a des références très, très genrées. Parce qu'il y a des patients, effectivement, qui arrivent avec des motifs très liés au sexe. Et on ne peut pas changer le sexe dans ces anamnèses. Donc c'est un peu à cause de ça. Et sur la question optimisation, effectivement, si bien ce n'est pas le but direct de
ces sujets spécifiques que je vous présente aujourd'hui, il y a pas mal d'études dans la littérature, enfin pas mal, il y en a 2-3, qui parlent justement du fait, il y a une étude française notamment, qui parle de qu'est-ce qui est au cœur des retards, des saturations dans les services d'urgence en France et dans le monde. Et il y a des études qui en fait lient le fait que le triage peut être optimisé, et justement on pense qu'en utilisant des méthodes d'IA comme disons un système qui n'est pas, on va jamais remplacer l'IOA avec une IA, mais on peut aider l'IOA, on peut lui proposer par exemple un score de triage avec les informations qu'on obtient le patient, et peut-être avec ça le triage pourrait être plus rapide par exemple. Mais c'est vrai que ce sujet spécifique, on ne vise pas tout de suite à optimiser les services d'urgence, mais c'est plutôt une tâche à futur. C'est dans le but à futur d'optimiser avec une assistance avec l'IA. Donc je pense que c'est ça. J'ai répondu à votre question? Ok, super, merci. Merci pour la présentation. Aujourd'hui, donc, le focus il a été fait sur la partie entrante, donc avec les patients et le triage. Est-ce qu'on rajoute une surcouche validation avec finalement le diagnostic qui va être posé en sortie d'urgence pour essayer de robustifier et de voir si le lien entre le triage qui a été fait et le diagnostic qui a été posé permet d'ajouter une couche de validation qui pourrait être utilisée ultérieurement? Ça en profite. Oui, merci pour votre question. Effectivement, on a aussi, il faut le dire aussi, dans notre base de données, on n'a pas que les anamnèses, on a aussi l'évolution des patients. On a par exemple, si le patient il est sorti, si le patient il a été transféré dans une autre unité après, s'il a été hospitalisé, et le diagnostic effectivement quand ils vont à un médecin. Donc on pourrait, pareil que dans la question sur vérifier la validité des scores de triage avec un accord interjuge, on pourrait aussi par exemple regarder les diagnostics effectivement qui a été lié à ce score de triage, pour vérifier à quel point il a été précis le score de triage. Donc oui, je vous remercie pour la suggérance en fait, je pense que oui. On a encore un peu de temps éventuellement pour poser des questions. Je vais revenir sur une remarque que tu as fait au tout début en montrant ton triangle des risques. Et poser une question un peu provocatrice, c'est est-ce que tu penses réellement que ça passerait tous les contrôles qui sont demandés par l'IA Act d'implémenter un système comme ça dans l'hôpital? Oui, en fait, c'est une préoccupation, ça c'est vrai. Mais en fait, c'est un peu la justification aussi de cette étude. Parce que si demain, par exemple, les systèmes hospitaliers ils visent à essayer d'optimiser avec l'IA, on aura, si cette étude effectivement elle a du succès, on aura une justification de voir si effectivement ça passe ou pas. Parce qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'il faut que les systèmes, et c'est écrit sur la loi, que quand un système est classé comme un haut risque, ça veut dire qu'il doit avoir des études approfondies sur la transparence et sur l'équité des systèmes. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on vise à faire éventuellement. Oui. Oui, exactement, il reste à l'explicabilité. Donc une toute dernière question, et puis on va arrêter. Merci. Moi, je n'ai pas très bien compris aussi l'optimisation. J'ai l'impression que c'est presque plus de l'automatisation que l'optimisation. Et du coup, ça permettrait peut-être de réduire le nombre d'infirmiers. Et du coup, ça fait un pré-tri, en fait, peut-être à la fin. Oui, mais en fin de compte, si on réduit par exemple le nombre d'infirmiers, éventuellement ça pourrait conduire à un triage plus rapide. Mais oui, c'est vrai que le titre il est un peu parce qu'on vise plutôt sur le but de long terme, l'optimisation. Là, cette étude-là, on vise pour l'instant juste à étudier les biais.
Mais c'est surtout le titre de projet. Éventuellement, on va voir effectivement si... Parce qu'on vise aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais dans une version plus longue de l'étude, on va voir si on peut faire des simulations avec des IOA et faire une comparaison entre le triage assisté par une IA et non assisté par une IA pour voir effectivement s'il y a des avantages et s'il y a si le temps de faire le triage, effectivement, si le flux des patients est optimisé un peu avec ça. C'est une question à répondre, mais oui, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Oui. Je pense qu'on a un sujet de discussion pour la pause de tout à l'heure. Merci beaucoup et remercions encore Ariel.